Nous accueillons Anne maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Anne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Anne? Alors, je vous appelle de Busse-Saint-Georges en Seine-et-Marne et j'ai 55 ans. D'accord. Vous avez écrit au début, c'était juste un bleu aux City, aux éditions City. Euh, Ce titre, Oui. il veut dire quoi Anne? Alors, ce titre, il évoque de manière assez, peut-être poétique, mais assez violente aussi, c'est la fin de vie, les 2 dernières années de vie de ma maman, Oui. pour qui on a beaucoup essayé de me rassurer en me disant c'est juste un bleu, ne vous inquiétez pas. Ma maman était dans un EHPAD Oui. et, euh, et c'est une phrase que j'ai entendue énormément. On m'a beaucoup rassurée en me disant que tout allait bien et tout n'allait pas bien et que effectivement au début c'était juste un bleu, mais que malheureusement c'est jamais juste un bleu. Voilà. On vous disait qu'elle était juste un bleu. Était-elle maltraitée dans cette EHPAD? Alors, la première fois, ma maman a eu la malchance de rentrer dans cette EHPAD juste avant le Covid. Oui. Et donc, je suis restée quelques semaines, voire quelques mois, sans pouvoir aller la voir. Et la première fois où je l'ai vue, tout allait bien. Et 3 jours après, quand je l'ai revue, on a emmené ma maman avec un gros cocard, avec un bleu, Oh là là. en me disant que enfin, en me rassurant, en me disant que si ça avait été grave, on m'aurait appelé et qu'il fallait que je sois rassurée que les personnes âgées marquent vite, qu'elle avait certainement dû Mhm. se cogner. Mhm. Donc, bien sûr qu'un accident peut arriver. Euh, donc, voilà, ça a été le premier constat. Et puis, au fur et à mesure, malheureusement, euh, il y a eu d'autres bobos, d'autres bleus. Et le constat de la maltraitance, il s'est installé petit à petit de manière assez insidieuse. Et c'est terrible de vous entendre Ouais. dire cela parce qu'on parle de la vie d'une femme, d'une maman, d'une grand-mère aussi sans doute. Euh, Absolument. Lucette, 80 ans, qui est décédée en décembre 2021 à l'EHPAD Orpea de Neuville de Poitou, dans la Vienne. Euh, C'est ça. Visiblement, il y a eu des choses troubles, en tout cas dans le traitement qui lui a été réservé, puisque vous avez été jusqu'à porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui, 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 il y a eu plein de. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passait, que je constatais euh, des choses qui me faisaient vraiment mal au cœur. euh, alors tout autant les bleus, les bobos et tout ça, et puis cette autre partie, j'allais dire, qui est aussi une maltraitance aussi, de voir que ma maman ne portait jamais ses vêtements, que voilà, enfin tout un tas de choses qui font que normalement elle aurait pas dû vivre tout ça, elle aurait pas dû subir tout ça, jusqu'au jour où effectivement elle a chuté dans un escalier qui n'était pas protégé, et puis Oui. surtout elle était pas, j'allais dire, surveillée. J'aime pas trop dire ça, mais c'est pourtant ça, hein. Et effectivement j'ai été euh, bah, évidemment assommée par le décès de ma mère suite à cette chute dans cet escalier auquel elle n'aurait pas dû avoir accès. Et puis, je me suis retrouvée dans cette espèce de Tetris un peu infernal, à me dire comment je vais faire pour ranger le chagrin. Il est normal et logique, mais la colère, j'avais du mal à assembler en fait ces deux, Mhm. ces deux Mhm. émotions, ces deux sentiments, et j'avais envie de faire quelque chose de cette injustice. Et la seule chose que j'ai sur le moment trouvée, c'était effectivement d'aller porter plainte. J'avais besoin de placer ma colère quelque part, euh, pour, pour j'allais dire presque pour être seule et tranquille avec mon chagrin et ma peine. Et je me suis demandé si j'allais avoir le courage
de mener ce combat-là. Et le hasard a fait que 2 semaines plus tard, le bouquin Les Les Fossoyeurs. Fossoyeurs est sorti. Voilà, est Voilà. sorti. Et là, je sais pas, évidemment, j'ai été bouleversée. Et, et ça m'a aussi portée dans le fait qu'il faut dénoncer, il faut Mhm. continuer de parler Vous dites, Anne, que vous avez porté plainte au moment même où, hasard du calendrier, donc Les Fossoyeurs, le livre d'enquête qui a dénoncé le système Orpea, est donc paru. Cet ouvrage vous a donné la force de vous lancer dans la bataille, mais que le but principal de ce livre, c'est tout d'abord de rendre hommage à votre maman, Lucette, surnommée Lulu, qui Ouais, détestait être considérée comme une victime, hein. C'était une ouais, femme qui, visiblement, comme vous, avait un caractère bien trempé. Et surtout, vous ne voulez pas qu'on réduise c'est ça. à un simple nom dans un dossier Orpea. Euh, il n'y a pas eu Lulu souriante et pleine de vie et Lulu tout à coup couverte d'hématomes. Vous n'avez pas déposé plainte un matin parce que votre maman en pleine forme, vous l'avez récupérée un soir maltraitée. Vous dites que Orpea n'est pas un agresseur de ruelle obscure. Tout ça est plus insidieux, pardon. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, parce que oui, c'est ça. Alors, effectivement, j'ai eu aussi, alors, j'ai eu envie de dénoncer, mais pas que. Effectivement, j'ai vraiment eu envie de parler de ma maman qui aurait détesté ce statut de victime et qui s'est battue toute sa vie, oui, qui a été une femme pleine de force et de vigueur toute sa vie. Donc, le statut de victime, elle aurait certainement pas, elle le tolérait pas pour les autres et elle l'aurait pas toléré pour elle. Et malheureusement, à la fin de sa vie, on n'a pas eu le choix que d'être confronté à cette rencontre avec ce système qui fait que on traite de façon assez bizarre les personnes âgées qui deviennent dépendantes. Et Oui. on n'a plus la main, on n'a plus le choix à un moment donné. Moi, j'aurais tellement aimé l'avoir, ce choix, et je ne l'ai pas eu. Mon frère et moi, on l'a pas eu. Donc, on a été obligé. Il aurait fallu qu'on salarie 3 ou 4 personnes chez nous, ce qui était évidemment pas possible financièrement, et puis enfin, c'était pas possible. Donc ma maman s'est retrouvée dans cette EHPAD avec perdue dans ses troubles cognitifs, et cette misère-là, cette violence, elle arrive effectivement. C'est pas une agression au coin d'une rue, c'est petit à petit. C'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un bleu, et puis un deuxième, et puis le matelas anti-escar qui était débranché, qu'on rebranchait, qu'on signalait que 24 heures, j'espère que 24 heures après, et puis ce manque de personnel qui est abominable. En fait, tout le monde est victime dans ce système. Les papis et les mamies sont victimes. Les quelques soignants qui font un travail extraordinaire, qui sont si peu nombreux. Alors malheureusement, c'est pas tous le cas, ils sont pas tous extraordinaires, mais moi j'en ai croisé qui étaient extraordinaires. Et eux aussi sont victimes. Donc c'est pas une agression. On vous attend au coin de la rue, on vous assène un grand coup qui va vous assommer d'un coup. C'est quelque chose qui vous, j'allais dire, qui vous endort, qui vous anesthésie petit à petit, et c'est assez terrible. Et le but, oui, c'est ça aussi, c'est que je veux pas du tout, moi, mon discours, si je puis dire, c'est pas du tout de l'Orpea bashing ou de l'EHPAD bashing. C'est enfin, un peu, parce qu'évidemment je dénonce et que je suis très en colère, mais le système fait qu'on a tellement peu de considération pour cette période dans laquelle, quand on vieillit, qu'on est trop vieux pour travailler, on n'est pas encore mourant. Cette période-là, entre les deux, on ne sait pas trop quoi faire de nous, et c'est terrible. C'est terrible. Vous dites que dans ce tourbillon de déshumanisation se Mm. perd un personnel qui aimerait prendre soin des familles à qui l'on ment et des Ouais, anciens à qui l'on vole
une dignité qu'ils ont passé une vie à tenter de conserver, à construire. C'est Hein. ça, absolument. Mais ce tourbillon de déshumanisation, il est dû à une direction qui maltraite elle-même son personnel, je suppose. C'est ce que vous entendez par là. Bien, bah, bien sûr, c'est-à-dire que la déshumanisation, c'est quand on dépossède les personnes âgées du peu d'autonomie qu'ils ont en arrivant. C'est-à-dire que en arrivant, quand vous êtes en fauteuil roulant et que vous êtes dépendant de quelqu'un pour pouvoir, par exemple, aller aux toilettes, il n'y a pas de personnel suffisant pour pouvoir emmener tout le monde aux toilettes quand les gens ont envie d'aller aux toilettes. Donc tout le monde porte une couche. Euh, et c'est comme ça. Hein. Donc ça, c'est déjà, c'est c'est dur. C'est dur à vivre, ça déshumanise beaucoup. Du coup, les gens, les personnes âgées souvent se renferment sur elles-mêmes encore plus, s'isolent encore plus. Et puis Mhm. c'est très compliqué aussi pour les aides-soignantes. Moi, où était ma maman, il y avait une aide-soignante qui était elle prenait de son temps après son travail pour m'envoyer quelques petites photos qu'elle arrivait à prendre de temps en temps et puis pour pouvoir me donner des nouvelles de ma mère. Et tout le monde vivait tout ça de manière très, très, très injuste et très cruelle. Lulu, quand elle rentre dans cet Mhm. EHPAD, euh, Mhm. bon, elle a quel âge? Elle a quel âge? Parce qu'elle est morte à 21, à À 89 ans, pardon. 91 ans. Euh, Euh, Elle avait 89 ans, elle est décédée à 91 ans. d'accord. Elle était jusqu'à jusqu'au bout. Moi, j'avais cette espèce de pacte avec ma mère, d'engagement, même envers moi-même, que de maintenir ma maman à domicile le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, jusqu'au moment où elle a, en une semaine de temps, elle a chuté beaucoup euh, en voulant se lever alors qu'elle ne pouvait pas. Et elle a été conduite à l'hôpital pour des examens. Et là, à l'hôpital, on m'a dit maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. Il faut vraiment, vraiment une structure adaptée pour votre maman. Vous n'avez pas le choix. Et effectivement, les troubles cognitifs commençaient à s'installer. Mais en l'espace d'un mois, ça a été. Alors bien sûr, le temps fait que ça n'allait pas aller en s'arrangeant, c'est certain. Mais je vous dis, cet isolement et puis le peu d'autonomie qui reste, il s'envole très vite. Il s'envole très vite. Donc très très vite, ma mère s'est retrouvée un peu posée là, garée sur son fauteuil. En Oui. fait, c'était assez terrible. Ce qui est terrible, en fait, dans votre histoire, qui est une histoire en plus qui s'est répétée pour Oui. beaucoup de familles, c'est que moi, je vais vous dire ce qui me touche, bien évidemment, au-delà de la peine qui est la vôtre. Mm. euh, c'est c'est le non-respect de personnes qui, comme nous toutes et nous tous ce soir, sont là autour de cette libre antenne, autour de ce que nous écoutons, de votre histoire, de votre témoignage, Anne, mais c'est c'est cette solitude dans laquelle a dû se retrouver Lulu, Ouais, euh, sans ses enfants, et maltraitée par des étrangers, en fait, qui c'est eux-mêmes ça. étaient victimes d'un système, mais qui, au final, euh, ont tout de même participé euh, à, Mm. ils ont tout de même participé au non-respect, Bien sûr. à ne pas respecter la femme Ouais. que Lulu Mm. a été, et ne Ouais. pas respecter ce moment sacré qu'est la fin de la vie. C'est ça. Pour Lulu, comme pour vous, ses enfants. Et je trouve ça abominable. Et Ouais. on va continuer, bien évidemment, à vous écouter, Anne, et vous nous direz si Orpea a été condamné ou s'apprête à être condamné, si votre plainte a eu des conséquences. Mais vous dites quelque chose qui m'a glacé le sang. Vous dites qu'on vous a enlevé votre maman petit morceau par petit morceau. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est petit à petit, j'allais dire, on m'a privé
on m'a privé de ma maman et on a privé ma maman de nous, en fait, de la vie en général. Oui, C'est-à-dire que euh, moi, elle pouvait pas répondre seule au téléphone, par exemple. Alors, j'essayais, j'agaçais tout le monde parce que j'appelais, j'étais dépendante d'eux pour avoir des nouvelles de ma mère. oui. Ça, franchement, ça les agaçait profondément parce que j'appelais, j'allais dire beaucoup, une fois par jour. Ok, c'est peut-être beaucoup, mais j'agaçais tout le monde parce que, et pas moi, pas seulement moi, mais on était tous dans ce cas-là. Euh, et donc ça, c'est hop, un petit bout, ne pas avoir ma mère au téléphone, ne pas avoir de nouvelles, et ben c'est un petit bout de ma mère qui s'envole. Ne Mhm. pas savoir euh, si elle a pu voir le médecin, ben c'est un autre petit bout. Ne pas pouvoir être rassurée. Euh, ouais, c'est petit à petit euh, qu'on m'a privé de ça. Et puis elle, on l'a privé de ça aussi. Et ça, c'est terrible. J'ai presque plus, enfin, j'allais dire, j'ai presque plus de peine pour elle en Oui, imaginant ce les qu'elle moments qu'elle a vivait vécu. Mhm. que, que moi, en fait, j'étais comme en alerte. J'étais en situation d'urgence Ouais, H24. vous étiez en Et apnée. j'étais en apnée. Voilà, c'est Mhm. ça. C'est Mhm. exactement ça. Mhm. Et c'est quelque chose ouais, qui dure, qui s'installe, et puis on peut rien y faire. Je pouvais rien y faire. Vous dites que des dizaines de fratries se sont laissées berner, et Bien si sûr. elles se sont laissées berner, c'est qu'il y a une raison. Elles ont été baladées de tout va bien en nous pouvons vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est ça en fait, Orpea, c'était il cachait tout en permanence comme ça avec des ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va vous Ouais, c'était. expliquer. Euh, Alors non, non, c'est pas on va vous expliquer. C'était on ne vous explique. Il n'y a pas grand-chose à expliquer puisque tout va bien. Donc moi, toutes les fois où j'ai demandé mais cette coupure sur le crâne de ma mère, ce bleu, les plaies qu'elle a sur le bras, qu'est-ce que c'est? On me disait toujours ah mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si mhm. ça avait été grave, on vous aurait prévenu. Bah Et je tiens. disais, mais quand même, je veux dire, appelez-moi, même si c'est pas grave. Quand ma mère chute, je veux le savoir. Quand s'il y a besoin, enfin, j'ai jamais trop compris d'ailleurs le rôle du médecin coordinateur. Je suis désolée, j'ai pas du tout un manque de respect que j'ai envers ce monsieur, mais quand on est allé visiter l'EHPAD, on a été très, oui, on s'est laissé, j'allais dire charmer, le terme il est pas très, mais bon, on nous a présenté l'EHPAD. J'ai eu l'impression d'acheter une croisière ce jour-là. Je suis pas du tout film de croisière, mais C'est un peu c'est au final ce qu'ils vendent, hein. C'est c'est malheureusement ça. ouais. Donc, on coche des cases, on nous dit alors, il y a un salon de coiffure, il y a un kiné, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça rassure, on se dit, ah ben c'est super, on va. Oui, alors, bien sûr, on est content. Ça Oui, fait ça penser, vous rassure. savez, à ces croisières où on Oui, c'est visite ça. plusieurs capitales, hein, sur Oui, un bateau où il y a tout, où on se dit ouais, oh là c'est là, ça. et puis on se retrouve Ben sur oui, un rafio les uns sur les autres voilà, avec une piscine à c'est ça. 37 degrés qui sent la marée. Euh, Ouais, Enfin, voilà, parce que ce qui m'est remonté comme témoignage de ces établissements Orpea, c'est ça, en fait. C'est au-delà du bien sûr. non-respect, c'est même l'économie à tout va sur tout, Alors, pour ouais, se et faire du blé sur voilà, le c'est ça. dos Ce des. qui est dramatique, c'est Ouais. ça, c'est que on parle pas d'une toute petite association qui n'a pas de moyens, qui fait ce qu'elle peut et que voilà. Et il y a plein d'associations qui font tellement de choses bien plus belles que ces grosses boîtes. Déjà, quand on considère que on mêle la santé et qu'on et qu'on se retrouve coté au CAC 40 et on engrange des milliards et des milliards, ça paraît fou, quoi. Parce qu'après, ils coupent les biscottes en deux, enfin, tout est calculé. Et là, je me dis, c'est quand même dingue, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comment peut-on associer la santé, le respect, la fin de vie, et encore la fin de vie qui peut durer des années, on aimerait qu'elle dure des années. Et puis le profit, en fait, le mot qui fâche, c'est ça, hein, c'est le Le profit. mot qui fâche dans ce cas-là, c'est ça, oui, C'est ça, complètement. c'est le profit. Moi, je suis pas contre l'idée que les gens gagnent de l'argent
euh, en faisant correctement leur boulot, mais en l'occurrence, à l'époque, je ne sais pas maintenant comment ça fonctionne, j'imagine qu'il n'y a pas eu de révolution, mais les, les, les- l'argent euh, qui rentrait dans leur caisse, c'est juste phénoménal. De l'argent des familles, l'argent de l'État, enfin, plein d'argent rentrait dans leur caisse. Et ça c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas respectueux de qui que ce soit en fait. C'est pas bien du tout. Non, ça n'est pas bien du tout. Et on a vu combien de familles étaient touchées, hein, avaient été touchées pour. Par contre, on vous demandait bien l'argent, hein, en fin Oui, oui, de oui, mois. oui, Hein. oui, oui. C'était entre Oui, oui, 2000 et moi 2500 francs par mois, je crois. Hein. on a réglé bon pied bon oeil toujours en temps et en heure. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Euh, et voilà quoi. Et je pense pas que ça. Alors j'aimerais penser que ça en tout cas que ça évolue. Je suis pas sûre aujourd'hui. J'ai eu une de mes collègues de travail qui m'a appelée ce soir en larmes parce que du coup, comme j'en parle, enfin, les gens savent ce que ma maman a vécu. Donc du coup, que ce soit des proches ou même des gens, des fois que je connais pas, m'envoient un message pour me dire, alors voilà ce qui se passe. Et là, ce soir, j'ai Elodie, qui est une amie avec qui je travaille. Elle me dit, mon père est sorti de gériatrie. Euh, on n'a pas eu le choix. EHPAD, donc elle m'a dit, tu connais le parcours? Je dis oui, bien sûr. Et là, elle me dit, l'EHPAD m'a appelé ce soir, il me convoque demain pour me dire que mon père est un peu trop turbulent, enfin, qui Turbulent. fait un peu le Mmh. bazar, voilà. Ouais. Et que du coup, on est convoqué demain parce qu'ils veulent mettre mon père dehors. Elle me dit, j'ai pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je me dis, purée, le constat, il est sévère quand même de se dire, mais comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? On sait vraiment pas trop quoi faire de nos papiers et de mamie qui deviennent dépendants. Et ça, ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait Ouais. tellement mal au Bien cœur. sûr que ça fait Parce mal que au cœur. derrière eux, c'est toute une vie. C'est toute une vie qu'on balaye, quoi, en fait. C'est toute Qu'on une ne vie que l'on respecte nie. pas. En fait, C'est ça? c'est un être humain oui, que l'on nie. C'est exactement Oui. ça. Donc ça veut dire que c'est comme si il n'avait, qu'il n'était rien, en fait. Qu'il C'est n'était ça, on rien. dépossède dans tous les sens du terme. Hein. Des gens qui ont De... travaillé toute leur vie, qui ont mis Ouais, des enfants au monde, qui ont ouais, été des êtres humains formidables, souvent, ouais. eh bien, Ouais. on les jette à la poubelle. Ouais, c'est ça. On sait pas trop. Je vous dis, il y a cette espèce de sas là, de période pendant laquelle, bah, on sait pas trop. La société sait pas trop quoi faire. Donc, bah, ils ont trouvé un moyen de gérer la chose, Ou c'est enfin, de ouais. créer ces établissements et puis puis de faire. C'est même pas ça, c'est une autoroute avec un tapis rouge qu'on a laissé, ouais, pour aller vers un profit qui est juste incontrôlable. Mhm. Et les contrôles, en parlant de contrôle, moi j'ai découvert que moi je pensais que tous ces établissements avaient on les appelait avant de contrôler. Donc effectivement, le jour où les gens viennent contrôler, bah, tout était mieux. Tout le personnel était là. Et puis quand on demandait il y a combien de personnes, le contrôle consistait à dire ok, vous me dites qu'il y a 20 personnes, très bien, on va noter 20. Et puis voilà, c'est tout, c'était ça le contrôle. Mhm. C'est juste, c'est lors de l'enquête, donc suite à ma plainte, euh, qui n'a pas été simplement pour... bon, ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, quand je suis allée porter plainte, j'ai raconté l'histoire. Et je suis ressortie avec mon procès verbal. Dessus, il y avait écrit, bon, on en a discuté avec les policiers, qui ont été beaucoup plus euh, empathiques et à l'écoute que Orpea, parce que moi, Orpea, il m'a envoyé un état de compte après. Et je suis ressortie avec ce procès verbal d'audition où les charges étaient mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. C'est c'est très C'est grave, très c'est très grave, dur. très grave.
c'est très, très grave. Alors, justement, Ouais. nous allons continuer à vous Mhm. écouter parce que je suppose que il y a beaucoup de SMS qui tombent pour votre témoignage, bien évidemment, car je le rappelle à vous toutes et vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est Orpea, mais sachez que les fossoyeurs, les fonds d'investissement, euh, Mhm. toutes ces personnes qui vont parfois au temple ou à la messe le dimanche Ouais. pour se donner Mhm. bonne conscience, euh, continuent, devraient, et d'investir pour gagner de l'argent, et que la mort et la fin de vie, surtout, n'a jamais été aussi bon investissement. Ce qui veut dire que tout cela continue, mais qu'il faut, grâce à des témoignages comme celui de Anne, que tout cela stoppe, car c'est vous, moi, que cela concerne demain, car nous dirigeons tous vers la même destination. Et Anne, vous avez porté plainte contre Orpea. Vous avez porté plainte pour homicide involontaire? Alors, quand on va porter plainte, en fait, moi, je pensais aller porter plainte pour une mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est pas le plaignant, si je puis dire, qui décide en fait de l'intitulé de la plainte. Moi, D'accord. voilà, on m'a dit que les faits caractérisés, c'était ça. Euh, voilà, et, je suis ressortie avec l'impression de ce procès-verbal en me disant ben oui, mais oui, c'est c'est ça, c'est au sens premier du terme un homicide involontaire parce que il est ouais, c'est ça. Ça a pris tout son sens en fait. Donc ça m'a un peu appuyé encore un peu plus sur les épaules. Ça m'a permis aussi de réaliser tout ça et de mettre des mots. Euh, En échangeant, en partageant. Et oui, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué à vivre. Alors là, il y a l'enquête, elle est tentaculaire, hein, bien sûr, donc c'est toujours en cours. Euh, voilà, je ne sais pas si ça soulagera. En fait, j'avais besoin de, oui, de dénoncer et de faire quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, de cette colère qui normalement ne devrait pas avoir de place avec avec le chagrin du deuil, quoi. Ça va pas avec, ça devrait pas Non, aller avec. ça ne doit pas aller avec, normalement. Mais vous Mm. vivez une situation tout à fait... euh, une situation incroyable. Mm. J'entends dans le mot incroyable sa définition à laquelle on ne croit Ouais. pas. Et pourtant, Mm. tout cela est bien arrivé à Lulu. Euh, vous êtes peu rentré dans les détails, en fait. Est-ce que vous avez réussi à lever le voile sur le traitement qui avait été infligé à Lulu? Est-ce que vous avez fini par savoir Euh, quel type d'épreuve elle avait traversé, à l'abri des regards, bien évidemment? les seules choses dont je sois sûre, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est-à-dire euh, bah, plusieurs fois, alors la première fois un cocard, après c'était les deux yeux qui étaient marqués, après il y a eu des plaies sur le bras, après euh, ma mère avait tout un côté de la cuisse qui était tout bleu parce qu'elle était tombée, mais à chaque fois, je vous dis, à chaque fois on me rassurait, à chaque fois on me disait c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, tout va bien, et si ça avait été grave, on vous aurait appelé. Donc je n'ai eu aucune autre explication que ça. Quand elle a eu, un jour, je suis allée lui rendre visite, euh, elle se plaignait du dos et en voulant lui frictionner le dos, elle était allongée sur son lit. Euh, j'ai vu qu'elle était allongée sur le matelas en ferraille, hein, Oui, sur le oui. sommier en ferraille, parce que le lit anti-ascar était dégonflé. Je suis allée tout de suite prévenir et en disant, mais depuis combien de temps, comme on était en fin d'après-midi, que ma mère était toujours en chemise de nuit, on m'a dit non, mais on l'a laissée coucher parce qu'elle était fatiguée. Mais je dis, mais son matelas anti-escar est dégonflé. Depuis quand elle a mal au dos comme ça? Et on m'a dit, mais vous savez, votre maman, c'est une coquine, hein, parce que Ah non, mais c'est peut-être insupportable ce peut-être mot. peut-être même que c'est elle qui a débranché
son matelas anti-escar. Je leur ai dit, mais attendez, ma mère a du mal à porter une fourchette à sa bouche. Les prises, hein, vous savez, c'est comme à l'hôpital, elles sont un peu en hauteur. Je dis, comment voulez-vous que ma mère puisse débrancher ce lit? Non, puis ce Qu'est-ce que vous mot, voulez que Anne, Ah ouais, c'est ouais, une ouais, coquine, hein, votre ouais, maman. ouais. Ah mais ça, on me disait, L'infantilisation, mais bien l'infantilisation sûr, de nos vieux, nos ancêtres, c'est ça, c'est ça. nos parents, nos grands-parents. C'est un Ouais. coquin, vous C'est savez. Il bouge insupportable. beaucoup, hein. Oui, oui, c'est Il se ça, c'est plaint ça. beaucoup alors qu'il a un petit peu mal et puis allez, il sonne. Mm. Oh, Ouais, ouais. Ben mais je voilà, vais t'en ça donner, c'est moi, juste, tu vas avoir ouais, ouais, mal et tu vas voir si tu ne sonnes pas. c'est Enfin, ça. c'est Bien sûr, bien sûr. la colère que vous avez dû avoir. Euh, c'est des exemples, malheureusement, j'en ai plein comme ça qui sont, et on est complètement, mais complètement impuissant face à ça. On Bien est sûr, complètement impuissant. bien sûr. Et quand j'appelais, donc évidemment, je redoublais mes appels après. Euh, et pour le personnel parce que, comme je disais tout à l'heure, eux aussi alors, certains sont vraiment victimes de ça et souffrent de ça, parce en fait, il y a un tel turnover dans ces établissements, dans ces maisons, les gens ne restent pas, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont payés au lance-pierre, ils ont très peu de considération eux-mêmes. Euh, c'est un métier qui devrait être de passion, et il y en a bien sûr, mais le turnover est tel que très souvent j'appelais, on me disait qui ça? Alors Madame Peignolin, alors attendez, parce que je connais pas les résidents, je vais me renseigner, on va vous rappeler. Et on ne me rappelait jamais parce que l'infirmière qui était en charge, elle était elle-même débordée, donc je rappelais, je tombais sur quelqu'un d'autre. C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Je veux bien vous croire. Mm. C'est... Alors, vous avez porté plainte et quand on porte plainte comme Mhm. ça dure combien de temps, en fait? Vous avez porté plainte en quelle année? En 2021? C'était en 2000, ouais, tout de suite, début 2022. Début 2022. Ok, nous sommes en 2000, Euh, à la veille de 2025. Vous ouais. en êtes où de tout ça? C'est en cours. J'ai été auditionnée un certain nombre de fois à plusieurs reprises. Mhm. Euh, c'est en cours. C'est très long parce qu'il y a l'enquête évidemment sur l'EHPAD et puis après la plainte également contre le groupe Orpea. Donc on sait à quel point la justice peut être longue. J'ai pas plus d'infos aujourd'hui. On est en attente. Vous êtes en attente finalement on ne vous a rien dit Non, depuis tout ce temps. tant qu'il n'y a pas de nouveau, tant qu'on n'arrive pas à l'étape supérieure, en fait, on n'a pas d'informations. Euh, Mon avocate a déposé, euh, elle a rassemblé une soixantaine de plaintes individuelles. Hein. C'est pas une plainte Mhm. collective, ça n'existe pas chez nous. Mais elle a rassemblé une soixantaine de plaintes qu'elle a déposées, euh, toutes contre. Alors pas seulement Orpea, il me semble je crois que c'est Corian, l'autre groupe. Euh, donc oui, c'est un gros travail qui est à faire et voilà. C'est comme ça. Je savais qu'il faudrait s'armer de patience. Maintenant, c'est pas que j'attends, c'est pas que je n'attends rien. Bien sûr, quand on dénonce, on attend quelque chose. Mais ce qui est important pour moi aussi, c'est surtout en parler. Quand on en parle entre nous, déjà, Oui. ça, ça, ça crée un lien. Moi, les gens avec qui j'échange, on se sent un peu, le fait de se sentir un peu moins seul, on dit bien que la parole libère, c'est le cas, on se sent moins seul en fait. Et ça, c'est une première, c'est pas une satisfaction, c'est un premier réconfort, voilà. Oui. C'est, c'est un premier réconfort. Parce que c'est pas facile de partager
ce réconfort-là avec qui que ce soit. Euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de parler de ma mère, pour qu'elle ne soit pas réduite, comme on disait tout à l'heure, à un dossier, à une plainte ou quelques temps après, Bien sûr. avec ce tourbillon de, du bouquin des Fossoyeurs, forcément, et à juste titre, hein, les gens me demandaient. En fait, c'est comme si on avait complètement oublié Lulu, en fait. Elle devenait la victime de cette EHPAD. Oui, elle Et était un dossier, un numéro, Lulu. c'est Elle ça. était un Et ma mère, numéro c'est sur une pas, porte. C'est voilà, tout. c'est pas autrui, c'est Lulu, c'était Lulu, c'est toute sa vie. Et ça, ce système c'est très réducteur, c'est très réducteur. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Oui, c'était un numéro sur une porte. C'est ça, C'est ça. c'est Vous finalement. savez, quand on a installé ma maman, on nous a demandé, donc le jour où on a signé tous les papiers pour cette fabuleuse croisière, hein, voilà, qu'on s'apprêtait à faire tous ensemble, on nous a dit, il faudrait que vous nous donniez une petite photo que vous aimez bien de votre maman, on va la mettre à côté de sa porte, là où il y a la petite sonnette. Oui, J'ai trouvé ça chouette, je me suis dit, c'est bien. Enfin, belle voilà, dans attention. la photo, voilà, elle n'a jamais été posée sur le... C'est rien, c'est un détail, mais vous voyez, c'est assez symptomatique de... En fait, on, on nous vend on a très vite compris qu'on avait affaire à du commerce, en fait. Euh, Mais donc, vous ne le saviez pas du tout, ça, Anne. Vous n'aviez pas. Parce que ça si, fait quand même si, longtemps. bien Ça sûr. fait quand même longtemps qu'on a déjà entendu. Oh Ouais, là là, alors, ouais, l'EHPAD, 2500 ouais, euros, 4000 euros, ouais, 3500 euros. Non, mais quand vous ouais, voyez, parfois, quand moi je ne suis bien allé en sûr. EHPAD, pour l'instant, il y a très peu de personnes de ma famille qui y sont. Ouais, Mais ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller tourner. Euh, ouais, je me suis dit à chaque fois, mais bien sûr. 3000 euros, qu'est-ce qui coûte 3000 euros dans tout ça? Ouais. Alors que, euh, normalement, vu que nous allons tous mourir, que nous Mm. devenons tous et toutes vieux, Mhm. ça devrait être à l'État, en plus, d'assurer C'est ça. Ouais. je dirais, quelque chose de minimum pour... Ouais. mais le prix de tout ça, Ouais. enfin, c'est Et, délirant. et, et alors, j'ai pas été surprise parce qu'effectivement, moi, la raison pour laquelle j'ai toujours voulu que ma mère reste chez elle. Elle habitait dans le bourg du village où il y avait tout le noyau familial autour. Elle buvait tous les matins son café avec sa copine Madeleine qui a aujourd'hui 97 ans, je crois. Ils se connaissaient depuis l'âge de 1 an. Donc j'ai voulu maintenir le plus que j'ai pu tout ça jusqu'au moment où, malheureusement, comme plein d'autres familles, je vous dis, on a mais vraiment pas eu le choix que que de pousser les portes d'un EHPAD parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y a rien d'autre que ce système et que ce fonctionnement-là. Oui, oui, Et oui. effectivement, si je voulais vraiment pas que ma mère finisse ses jours là-bas, c'est parce que je savais que ce système ne correspondait pas à nos valeurs familiales, à tout ça. Mais malheureusement, quand on n'a pas le choix, à un moment donné, j'ai consciemment, inconsciemment, je me suis laissée rassurer. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, bon, alors, de temps en temps, il y aura la coiffeuse, puis il y a un kiné. Et puis, donc, j'ai découvert des choses qu'on a mises en avant. Le kiné, la salle de restaurant. On m'a dit, vous savez, quand vous viendrez, vous appellerez, et puis, en réservant à l'avance, eh ben, on pourra, ça fait comme un restaurant. Donc, je me suis dit, ah, bah, ça, c'est super, je ne savais pas que ça, c'était possible. Donc, il y a plein de petites choses qui sont mises en avant comme ça, qui, en fin de compte, ne sont ni applicables ni appliquées, en fait. Oui. Moi, quand je suis allée visiter cette EHPAD avec mon frère, euh, alors on a bien expliqué quelles étaient les... J'avais tendance à vouloir parler pendant des heures de ma mère pour être sûre, quoi, que les gens comprenaient bien. Et donc elle était en fauteuil roulant. J'ai expliqué qu'elle avait
petite retraite, mais que nous, ses enfants, on était là. Mon frère, il est à la retraite lui-même. Bon, moi, je suis une maman solo, donc je suis pas non plus. On n'a pas des moyens considérables. Donc, on m'a dit, ok, bon, on a ce qu'il vous faut. On a ce qu'il vous faut. Et là, on nous a emmené visiter une chambre. Quand on a ouvert la porte, j'ai dit, mais je comprends pas, en fait, parce que dans cette toute petite chambre, qui valait le prix que j'ai fini par payer après, je vais vous expliquer. Dans cette toute petite chambre, il y avait le lit, une table de nuit, un fauteuil, et il n'y avait même pas la place pour faire le tour avec le fauteuil roulant de ma mère. Donc là, j'ai dit, mais je comprends pas. Ma mère est en fauteuil roulant. Là, on m'a dit, ah bah oui, mais bon, là, c'est ce qu'on a disponible en ce moment. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est juste pas, c'est pas possible. Donc là, la dame nous a dit, pardon, alors on a bien notre logement, mais c'est plus cher. Et ben, je dis, alors allons voir l'autre logement. On est allé voir l'autre, quand je dis logement, c'est pas un appartement non plus, hein. On est allé voir l'autre logement. Alors effectivement, c'était un peu plus grand. Elle avait au moins l'espace de circuler un petit peu. Et là, comme j'ai compris qu'on parlait commerce, j'ai eu un regard un peu complice avec mon frère et j'ai dit à la dame, j'ai dit ok, très bien, puisque on n'a pas le choix, et ben on va prendre ce logement-là au prix du premier. Pardon, excusez-moi. Et j'ai dit, je vais vous écrire un mail. Pardonnez-moi, j'avais. Je vous en prie. Et je lui dis, j'attendrai votre réponse. Et la réponse, elle a été quasi immédiate. On m'a dit oui. Donc, on va accueillir Bénédicte, qui vous a spontanément appelé et qui, visiblement, a eu une expérience qu'elle va nous raconter avec Orpea. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, ça s'appelle plus Orpea. Alors, dites-moi. Elle s'appelle comment? EMIS, E-M-I-S. D'accord. Et il y a M. Alain Ducasse qui forme le personnel pour faire des bons repas. D'accord. Donc. Alors moi j'ai baptisé ça, cet endroit, dans l'Essonne, j'ai baptisé ça le Goulag. Pourquoi? Dites-moi ça. Alors donc, j'étais dans un hôpital de la région. On m'a transféré parce que j'ai eu un accident à l'intérieur même de cet hôpital. Après avoir fait des scanners à Saclay, on m'a ramené de nuit. Et donc, je suis arrivée vers minuit, etc., dans cette structure. Je ne savais pas où j'étais. Comme j'avais mal, alors il fonctionne à la morphine. Vous êtes drogué à la morphine, comme ça, vous ne dites plus rien. Moralité, à un moment donné, j'ai commencé à faire surface. J'ai réalisé que tout ça, c'était de la bêtise. On voulait absolument que je reste assise sur un fauteuil et pas dans mon lit, parce que c'était l'horreur de douleur. Et on a fini par me descendre au premier étage pour suite de soins. Et alors là, c'est génial. J'avais rien, mais de part et d'autre, hein, j'avais rien pour me laver. Je suis arrivée, comme je dis, avec un pantalon, un slip, 2 t-shirts, et j'avais pas de chaussures parce que j'étais avec mes bandes de contention. On les a coupées, comme ça, il n'y avait plus rien. Donc, moralité, j'ai vécu littéralement comme une pauvresse, de façon absolument abominable. Pour avoir un slip, il fallait attendre 4 jours. Les gants de toilette, idem. Et pour s'essuyer, on avait des têtes d'oreiller parce qu'on n'avait pas de serviette. Oh, incroyable. Alors, je dis bien, c'était Orpea Clinéa. C'est les 2 termes. Oui. Et maintenant devenu EMIS. Je vous jure que quand vous avez du monde qui s'occupe de vous, malgré les difficultés, malgré l'horreur, madame, les gens sont là. Vous êtes là près de votre mère, vous êtes prêts, vous faites quelque chose. Mais quand on est tout seul, isolé, imaginez un peu l'horreur. Oui, mais là, vous avez entendu, Bénédicte, le témoignage d'Anne qui évoquait le fait que ça soit tombé au moment du Covid. Donc, on était dans des conditions d'isolement de Lulu qui étaient pratiquement les mêmes, puisque ses enfants ne pouvaient pas lui rendre visite. Hein. Donc, je suis une Covid longue.
D'accord. Avec 10. Bon, j'ai 85 ans, hein. Mhm. J'ai 85 ans, je suis en Covid longue avec beaucoup de difficultés. Quand on m'obligeait à prendre une douche, alors que je ne pouvais pas parce que j'avais rien. Comment vous... Alors on me tapait, on me donnait des coups, à un endroit où ça faisait très mal pour moi. Et vous allez prendre une douche. Il a dit, mais je ne peux pas, je n'ai rien pour me laver. Et pourquoi vous n'aviez rien pour vous laver? On ne vous donnait rien pour vous laver? Exactement, monsieur Olivier. On m'a donné un petit godet qui faisait 1,5 cm de haut, qui était juste à peine à moitié plein, qui était du savon pour la douche. Et en fait, il vous décapait la peau. Pas question de la mettre sur la figure. D'accord. Et alors, oui, allez-y, je vous écoute. Alors, j'aime bien, on vous met en kiné. Ça, c'est pipeau. C'est du blablabla. Pourquoi? Alors, effectivement, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils font, en fait, la méthode Coué, vous savez, vous êtes guéri, vous êtes guéri, vous êtes guéri. La veille de partir ou l'avant-veille, je passe avec mon fauteuil que j'ai traîné comme un déambulateur, et la brave doctoresse qui me fait « Ah, mais c'est merveilleux, vous marchez !» Peu. Pareil, le repas, c'était soi-disant des blancs de poireaux. Ils étaient verts comme c'est pas permis, bio comme c'est pas permis, et on me l'a coupé devant moi pour me dire « Voyez, ça se coupe !» Et tout a été comme ça. On n'avait jamais ce qu'il fallait avoir. Les deux gentilles diètes, elles faisaient ce qu'elles pouvaient, mais en bas, aux cuisines, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et je vais vous dire que ça a été l'horreur. Et psychologiquement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et même encore maintenant, parce qu'on essaye de me foutre en l'air encore. Parce que vous savez, les assistantes sociales, hein, elles sont mouillées pour beaucoup dans ce genre de trucs. Qu'entendez-vous par là, Bénédicte? Il y a des accords sans nul doute par en dessous. De toute façon, le personnel qui est là-bas, je vais dire quelque chose qui va se faire traiter de raciste, et je suis désolé, mais c'est la vérité, c'est black, beurre, black, voilà. Vous prenez toute la liste des médecins, c'est ça. Alors, il y a sûrement des trucs qui ne sont pas très corrects ou nets au niveau du personnel qui est employé. C'est pour ça qu'on ne les paye pas beaucoup, on leur fait faire des heures pas possibles, parce qu'elles sont tenues un peu comme des putes, quoi. Comment vous vous en êtes sorti de tout ça? Comment vous avez réussi à sortir? Parce que, vu que vous étiez isolé, ça ne devait pas être facile pour vous. Non, c'est pas très facile, effectivement. On essaie de me replonger dedans. Et vous avez réussi à en sortir? Je risque de repartir sur un fiasco qui risque d'être encore pire. Parce qu'on essaie de me faire quitter mon appart. Soit disant qu'il faudrait un lit médicalisé chez moi, il faut virer tous les meubles, il faut que je paye le déménagement ou emménagement comme vous voudrez, et ensuite de quoi, si j'ai pas les moyens, on me remettra en EHPAD, mais à Moroir, carrément. Parce que pour l'instant, dans votre appartement, vous pourriez y rester? Dans l'état où c'est, parce que ça fait 2 mois et demi que j'ai pas été, en plus de l'aide que j'avais, de l'aide ménagère que j'avais, elle est complice avec tout ce petit monde. Et moralité, tout ce qui aurait dû être fait n'est pas fait. Quand vous demandez à la jeune femme de bien vouloir prendre le balai pour balayer effectivement, elle avait le balai à la main. Ah, mais j'ai pas de balai. Bon, et tout à l'heure, non. Alors, quand vous avez la confusion totale, je vais vous donner un exemple hier. Je descends pour ouvrir la porte à la personne qui venait de l'APA. Elle me prend les clés pour ma boîte aux lettres. Elle me dit, tiens, ça c'est le loyer. Puis il y avait une autre feuille, je ne sais pas laquelle. Elle la lit, hop, elle la replie. Non, elle la froisse et la met dans la poubelle. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. On rentre dans mon appart qui est au rez-de-chaussée avec 8 étages, avec 8 escaliers. Et carrément, elle ouvre le truc du loyer sans me demander mon avis. Elle me dit, vous leur devez encore de l'argent. Non, moi j'étais pas là puisque personne n'avait les clés. La gardienne est venue et a pris ce qu'il fallait. Madame, je vois bien ce que je dis. Et tout est comme ça. On essaie de vous rendre responsable criminel de ce que vous n'avez pas fait. D'accord. Et vous êtes propriétaire, Bénédicte? Non, je suis locataire HLM. D'accord. Et je vous dis que quand j'ai dit, et que je le répète, et je le dis devant vous tous, je risque gros d'ailleurs en le disant, à l'heure actuelle, vous êtes français, blanc, tout ce que vous voulez, vieux, vous êtes bonne pour la casse. Point barre. Alors, tant que vous avez de la famille, vous avez de la défense quand même malgré tout. Mais quand vous avez personne, c'est atroce. Oui, vous êtes seul, en fait. Vous êtes abandonné. Vous êtes livré à ce système-là, en fait. On fait ce qu'on veut de vous.
Exactement. Vous avez ce sentiment de, comme le disait Anne tout à l'heure, de ne plus être qu'un numéro, et puis un peu comme ça. Je ne fais pas de la parano, je fais pas de la parano, parce que j'avais planqué 2 ou 3 trucs pour être sûr que j'avais noté soit bien en tête. Ils ont fouillé tous mes affaires, ils m'ont volé de l'argent, etc. Le peu que j'avais 20 euros. Et ben, ils cherchaient ce que j'avais mis quelque part. Mhm. J'avais enlevé mes bracelets dans le circuit avec des bracelets en plastique avec le nom, le prénom, etc. Ils les avaient enlevés. Mais ils voulaient que je les remette. Et j'ai regardé, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, écoutez, je suis pas en tôle encore. Bon, en tout cas, tout ça n'est pas... Alors, Anne, tenez le coup, battez-vous. Battez-vous comme nous nous sommes battus pour le livre Tyrox. Tout ça aussi, c'est une belle plantaine. Et là, maintenant, pensez quand même à tous ceux qui sont à l'abandon. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que nous, on est délaissés pour compte. Et je ne parle pas pour moi. Je parle à ceux qui n'ont peut-être pas la force morale, la force mentale de survivre. Parce que, et moi je dis à mon médecin aujourd'hui, que j'ai vu, parce qu'elle n'avait même pas pu être jointe, que si j'entrais là-bas, c'est simple, me foutais en l'air. J'ai envie de vivre, je veux vivre, mais si je rentre là-bas, je me suicide. Voilà. J'en suis là. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible ce que vous nous dites. C'est terrible. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Je ne suis pas la seule à penser comme ça. Demandez aux gens à l'heure actuelle, vérifiez, vous demandez aux gens, vous allez aller en EHPAD, mais attendez, mais ils deviennent fous. Bien sûr. Et quand ils sont abandonnés, comment vous faites? Parce que vous croyez que les voisins vont s'occuper de vous? Alors là, vous vous leurrez, mais bien alors... Bien sûr que non, vous avez raison. Plus personne. Alors moi, j'ai bien aimé parce que vous aviez fait un très beau papier. C'était, je ne sais plus sur quelle revue, vous parliez de votre Normandie. Oui. Et vous prenez, et je vais vous dire, je suis originaire de la famille, originaire de Saint-Clair-sur-Epte qui a créé la Normandie. Voilà. D'accord. Écoutez, Bénédicte, merci. Alors, Madame Anne, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de gagner pour nous tous. Et pensez qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus Orphéa. Je sais bien. Vous m'avez dit, vous avez dit, Bénédicte, tout à l'heure, soyez forte, mais moi je vous dis, vous aussi, soyez forte. Vous l'êtes, bien tonique, bien forte. Il faut continuer. Attendez, non. J'ai 85 ans, j'ai eu 2 cancers, et à un moment donné, la nerve vitale disparaît, qu'on le veuille ou non. Et quand on vous assomme avec des médicaments bien précis, alors là, je vous dis plus que la catastrophe. Oui, je sais bien. Non, quand vous avez personne, là, je sais même pas, demain, je vais pouvoir commander à ma petite supérette quelque chose, mais autrement, j'ai plus rien pour manger. C'est quoi? J'ai personne. Alors, c'est gentil de voir avec les petits frères des pauvres, les petites sœurs des pauvres, mais c'est pas vrai tout ça. C'est bien triste d'entendre un témoignage comme celui-ci. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, vous savez, quand vous voyez partout, dans tous les sens, tout ce qui ne va pas, c'est qu'une horreur. Oui, nous en fait partie du lot. Bien sûr. Voilà, alors, je pense très très fort. Alors, vous allez bien écouter. Vous tous qui êtes comme moi, tout seuls, face à ce merdier, essayez de tenir malgré tout comme vous pouvez. Mais hélas, on va penser, nous, à vous très fort, très fort, très fort. Moi, de tout mon cœur. Je fais partie du groupe. Vous faites partie du groupe, très bien. Très bien. Ben oui. Alors, en tout cas, Monsieur Olivier, je vous fais un gros bisou. Avoir un nom qui est Olivier, c'est l'arbre de la paix. Oui, exactement. Je vous embrasse bien fort, Bénédicte, et courage à vous. Courage. Oh, écoutez, j'ai déjà vécu jusque-là, alors je ne pensais pas y vivre. Alors, ma foi, ce sera comme Dieu voudra. Non, mais en tout cas... Mais je ne rentrerai plus, on n'est pas terminé, je ne veux pas savoir ce que ça existe. Non, mais vous connaissez le chemin, si vous avez besoin de nous, vous nous appelez. Hein, vous faites partie de la famille. Ok, je fais un gros bisou en plus. Allez, bisous, Bénédicte, au revoir. Ciao. Vous entendez, Anne? Bon, voilà. Ouais, voilà. Et là, on a le témoignage de quelqu'un qui n'avait pas la chance, comme votre maman Lulu, d'être entouré, en tout cas, d'enfants qui veillaient au grain, quand même. Ouais, complètement. On s'aperçoit d'un système où... Mais c'est très flippant d'entendre
Mais c'est flippant, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand on a passé l'âge de travailler, qu'on n'est pas encore mourant, bah, il y a toute cette période-là. J'allais dire, c'est pas très joli comme expression, mais j'allais dire les vieux, ça emmerde les gens à un moment donné. Voilà. C'est un peu l'impression que, c'est pas joli à dire, mais c'est un peu l'impression, voilà, que. Et c'est terrible parce qu'avant d'être vieux, on a vécu et on mérite pas ça, personne mérite ça. Complètement, mais vous savez, il y a un autre phénomène que l'on a, nous, identifié sur la libre antenne. C'est pour cela que la communauté de la libre antenne, je parle souvent de cette communauté numérique qui est très importante et qui diffuse un peu tout ce qui se passe sur cette libre antenne. Il y a une nouvelle manière aussi de se débarrasser des vieux, en tout cas des gens qui passent 65, 70 ans, c'est de les mettre sous tutelle, sous curatelle maintenant. Bien sûr. Et puis alors c'est d'une facilité, assez déconcertante. Alors moi quand j'ai vécu ça, donc on était en plein Covid, en plein confinement, quand il a à la sortie à la sortie de cette période de confinement, quand il a fallu se résoudre à vendre la maison de ma mère. Oui, pour payer l'EHPAD. Pour elle, quoi, parce que, voilà, donc sans elle, parce qu'elle était toujours vivante, hein, mais voilà. Donc, il a fallu que je fasse les démarches pour savoir comment ça se passait. Mon frère et moi, on était ce qu'on appelle nus propriétaires de la maison. Mes parents nous avaient fait don de leur maison de leur vivant. Elle en avait bien sûr l'usufruit jusqu'à son décès, mais elle en restait donc propriétaire, usufruitière, propriétaire jusqu'à son décès. Donc, bien sûr, il était hors de question que je vende cette maison. On y a tous grandi. C'est la maison de la famille. Bon, bref, je me suis mise en contact avec la juge de protection des personnes majeures. Oui, c'est ça, je crois, ça s'appelle comme ça, précisément. Oui. Et là, on m'a dit, écoutez, c'est pas compliqué. Elle était charmante, la dame, c'est pas du tout contre elle que je dis ça, mais elle m'a dit, écoutez, c'est pas compliqué, vous me faites une lettre, et puis je vous fixerai un rendez-vous. Donc j'ai fait une lettre en expliquant la situation. Et puis, une semaine après, on m'a appelé, et on m'a dit, écoutez, comme on peut pas se déplacer parce qu'on était encore dans un semi-confinement, elle me dit on va faire le rendez-vous par téléphone et puis après je ferai partir le courrier que vous pourrez donner au notaire et c'est fait. Et effectivement, une semaine après, j'ai reçu le courrier. Alors, bien sûr, quelque part, on peut se dire tant mieux que des choses puissent aller vite parce qu'il y a des gens qui ont besoin que ça aille vite. Mais j'ai trouvé ça, j'étais tellement surprise que ça aille si vite et que ce soit si facile. Et là, je me suis interrogée, je me suis dit, mais nous, on est dans une démarche, j'allais dire, très, très honnête et pas mal intentionnée. Oui. Mais ça veut dire que ça peut aussi aller vite pour des gens qui sont... pas bien ça peut aller très vite, très vite, très vite. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça a été. J'avais passé des moments à penser à ça. Je me disais, mais c'était déconcertant de rapidité. Et effectivement, c'est facile de déposséder. Ça devient facile de déposséder des gens. Il suffit de dire, qui peuvent plus décider, parce que moi, on m'a rien demandé d'autre de spécial, hein. C'était moi et ma bonne foi, et puis un certificat médical de l'hôpital qui datait de plusieurs mois, et voilà. Et je trouve ça terrible parce qu'encore une fois, je suis pas parano non plus, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver à être dépossédés de leur vivant de plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est affreux, c'est affreux. Mais bon, c'est affreux et ça rend service, mais il y a sur 10 000 cas, il y aurait 10 000 cas différents, je pense. Et on n'a pas, évidemment, pas les moyens, le temps de faire 10 000 études pour les 10 000 cas, mais c'est assez effrayant, en fait. C'est effrayant, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait, malheureusement, qui
veut presque que quand vous passez 60 ans, 65 ans, vous n'êtes... Oui, voilà, une majorité de personnes pensent que on ne sert plus à rien, en fait. oui, c'est ça. Et Alors, là, c'est assez on fou parle quand de, même. ouais, C'est assez fou quand on même. parle de, on Ouais. parle de légiférer sur la fin de vie, sur le droit à l'euthanasie. On a besoin de parler de tout ça, bien sûr qu'il faut parler précisément sans tabou de ça. Mais, mais avant, la période qui précède, j'allais dire, la vraie fin de vie, et ben de cette période-là, on n'en parle toujours pas. Quand on n'est pas encore mourant, vous voyez ce que je veux Oui, dire? bien sûr, je vois. Toute cette période-là, et ben, c'est cette espèce de zone de non-droit qui est terrible. J'ai rencontré la semaine dernière un monsieur qui a, qui avait, qui, qui a vécu des choses tellement graves. Sa maman a vécu des choses tellement graves dans un EHPAD. Il y a eu des... alors ça, j'ignorais, mais on pouvait le faire. Lui avait placé, sur les conseils de son avocat, il avait placé une petite caméra discrète parce Mhm. que sa maman se plaignait de choses innommables et, euh, et, et il a voulu en avoir le cœur net. Alors, ce que je vais dire est très moche, mais il a vu sa maman, donc il voyait à l'écran, à l'enregistrement, sa maman qui tombait de son lit. Quand elle est tombée, elle a vomi. Et ben ils sont venus, mais bien longtemps après. Ils ont engueulé la dame. Ils l'ont remise sur le lit très mal installé. Comme elle avait vomi, ils ont essuyé par terre avec la couverture. Et évidemment, ils ont remis la couverture sur le lit de cette dame. C'est c'est- c'est affreux. Oui, c'est affreux, C'est ouais, c'est- ouais, ouais, ouais. c'est glaçant. C'est juste. Enfin, je comprends pas. Là, bon, là après, on dit que c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas le temps et qui du coup s'agace et tout, mais là c'est juste impensable. Un autre monsieur me racontait que un jour il va voir sa maman euh, et la pile de linge qu'il y avait dans son armoire était par terre et puis elle était toute mouillée. Mhm. L'aide-soignante passe, elle lui dit oh bah ça j'en sais rien et puis toute façon si ça se trouve elle s'est levée et puis elle a fait pipi dessus. Je me suis dit mais ma mère ne peut pas se lever. Et quelqu'un d'autre est arrivé en disant non, non, on a mis ça pour qu'elle... Non mais j'ose même pas vous dire tellement c'est incroyable. On lui a dit, il y a eu une fuite d'eau dans la salle de bain et on a calfeutré pour pas que ça gagne là où votre maman met ses pieds. Ils ont pris les vêtements de la dame pour, pour éponger l'eau qui était tombée. Oui, C'est, c'est horrible. je ne sais pas ce qui est pire. Si c'est évidemment que les coups, alors il y a des traces, il y a des bleus, tout ça, mais ça fait mal aussi. Moi, quand ma maman, je la voyais, la seule chose que je pouvais faire pendant tous ces mois de Covid où j'ai pas pu aller la voir, ben, ça me faisait plaisir de lui acheter des petits vêtements et de les envoyer. Alors, je les ai envoyés chez mon frère qui cousait une petite étiquette avec son nom dessus. Et puis après, il les envoyait à l'EHPAD à son tour. Et après, quand on a pu aller voir ma mère, je n'ai jamais revu ses vêtements. Elle n'a pas porté. Allez, je l'ai vue une fois dans sa robe préférée, la première fois où je suis allée la voir. Et après, elle ne portait jamais ses vêtements. Et ça me faisait aussi mal, en fait, que quand je voyais un bleu sur elle, parce que Mhm. ça aussi, c'est de la maltraitance. Euh, Enfin, ça devrait pas exister. Alors on me disait, alors quand je posais la question des vêtements, on me disait, ah mais ça doit être à la lingerie, ce qui est possible. Ou alors on me disait, ah oui mais peut-être que vous n'avez pas mis les étiquettes avec son nom. Je disais si, mon frère a cousu les étiquettes avec son nom, moi-même aussi. Et, euh, et voilà. Mais malgré ça, vous voyez, encore un truc et un truc et un truc. On est complètement impuissant. On peut rien faire. C'est-à-dire une fois que moi que ma maman a eu un pied là-bas, c'était fini. On était, euh, on décidait plus de rien. On n'avait plus la main sur rien du tout en fait.
quand au mois d'octobre, ma mère est décédée en décembre, et au mois d'octobre, ma fille et moi, qui avait 15 ans à l'époque, Oui. on va voir ma mère, et on rentre dans la chambre, il était 15 heures, et ma mère était allongée, le store était tiré. Bon, j'essaye de réveiller ma mère, on n'arrive pas à réveiller ma mère. On a eu, pendant 30 secondes, on a eu très peur. Pour tout vous dire, j'ai vraiment cru qu'elle était décédée dans son lit. Et ma fille est descendue dans le hall de l'EHPAD. Ma mère est au premier étage. Elle est descendue. Elle a attrapé un... Bon, du haut de ses 15 ans, elle est un peu virile, ma fille. Elle est un peu comme moi. Et comme Lulu. Elle a attrapé un jeune infirmier. Et elle lui a dit, mais... qu'est-ce qui se passe, quoi? Il a dit, ah bah, je sais pas, en fait, parce que je suis là depuis ce matin. Et je sais pas, en fait, je connais pas votre maman. Donc ma fille a demandé à voir un responsable. On nous a dit que ma maman avait été très enrhumée et que du coup, comme elle était âgée, que c'est normal, les personnes âgées, quand elles sont fatiguées, elles se reposent. Et que voilà, donc il a fallu insister pour qu'un médecin vienne, parce que le médecin qui est présent dans l'EHPAD, le médecin coordinateur, n'examine pas les gens, il fait les plannings des infirmières. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, le médecin traitant de ma mère est venu. Ok, on m'a rassurée 2 jours après pour me dire, bon, effectivement, elle est enrhumée, ça va mieux, on va lui donner du sirop. Bon, ça c'était au mois d'octobre. Elle se remet de ce rhume. Je réussis à la voir tant bien que mal, un peu au téléphone en appelant l'infirmière. Le temps passe et voilà, il y avait toujours une raison. Et toujours, le mot d'ordre, c'était, ils étaient hyper rassurants tout le temps. Et là, on n'y croit plus. Mais on n'a pas le choix que de vivre avec le fait qu'on ne les croit plus. Et on n'a pas le choix que de subir ça. Vous voyez, c'est terrible parce que, ouais, on est en apnée dans l'urgence tout le temps. Et on se dit jusqu'où ça va aller. Et quand ma mère, a chuté donc en décembre, le 5 décembre, mon frère m'appelle, me dit, l'EHPAD vient d'appeler, maman est tombée. J'ai presque eu le réflexe de me dire, ah bah au moins c'est rassurant, ils nous appellent. Ils nous le disent aussi. Ils nous le disent. J'appelle l'EHPAD, on me dit, alors votre maman a probablement le nez cassé. Donc elle est partie, elle a été conduite à l'hôpital, elle a probablement le nez cassé. Oui. Et là, bon, d'accord. Sauf que, bon, alors j'essaye d'appeler les urgences. C'est très difficile d'avoir les urgences, ce que je peux comprendre. Hein, on ne peut pas avoir des nouvelles comme ça, comme en chambre. Je finis 2-3 heures après par avoir le médecin qui me dit, mais donc je lui demande, est-ce que ma mère a le nez cassé? Il me dit, pour tout vous dire, je ne sais pas si votre maman a le nez cassé. Est-ce que vous êtes consciente de l'état de santé de votre maman? Et là, j'ai du mal à comprendre, je suis un peu sonnée, je lui dis, mais je comprends pas. Elle a le nez cassé, je répète ça, je suis en boucle sur le nez cassé. Est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle a peur? Je suis terrorisée à l'idée de ne pas être à côté d'elle. Donc, et le médecin me dit, non, l'état de santé de votre maman, ça n'a rien à voir avec un nez cassé. Il me dit, mais on vous a dit qu'elle avait probablement le nez cassé? J'ai dit, ben oui. Il m'a dit, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave que ça. La chute est en train de lui être fatale et son état de santé est déplorable. Et là, je suis sonnée et je lui répète, est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle a peur? Et il me dit, non, vous ne comprenez pas. Il me dit, votre maman, c'est la fin. Ah oui, et d'accord. là, je prends la voiture et je vais au CHU de Poitiers. Il a fallu que, comme j'étais loin, que j'ai retrouvé ma maman à la morgue et je ne l'ai pas reconnue tellement elle était fracassée, en fait. Et ça, voilà, ça c'était le dernier bout de ma maman qu'on m'a enlevé et qu'on a fracassé dans un escalier, sachant que cet escalier, jamais elle aurait dû avoir accès à cet escalier. Jamais. Même quand...
là, on ne parle pas d'une porte blindée à installer, on parle juste d'une petite protection qui aurait été tellement Facile normale et à logique. installer. Oui. Et voilà. Et ce soir-là, je me suis retrouvée à aller à l'EHPAD, chercher des affaires, parce qu'à la mort, quand on me demandait des affaires pour habiller ma maman, à l'EHPAD, j'ai pas eu la directrice n'était pas là. C'est les aides-soignantes, 2 aides-soignantes qui étaient effondrées dans le hall parce qu'elles avaient assisté à la chute, qui sont venues pleurer dans mes bras. Je n'ai vu personne d'autre. C'est le lendemain que la directrice m'a appelée. Elle m'a dit, je vais vous recevoir. Le directeur régional s'est déplacé. Ils m'ont reçu, mon frère et moi, le lendemain. Ils m'ont dit, Madame Peignelan voudrait partager votre peine. Et là, je crois que j'ai parlé pendant 45 minutes et je leur ai dit, mais il est hors de question que je partage la moindre chose avec vous et par décence, ne partagez pas ma peine. Je ne veux pas la partager avec vous. Vous n'avez rien partagé avec moi sur la vie de ma mère. Je ne veux pas partager ma peine avec vous. C'est indécent. Alors, j'ai ni crié, ni pleuré. J'étais sonnée, en fait. Et ils étaient... Alors, effectivement, ils étaient très mal à l'aise et sûrement très peinés aussi. J'en doute pas. Mais là, je m'adressais pas à la personne, aux humains que j'avais en face de moi. Je m'adressais au système qui représentait, en fait. Et il a fallu attendre quelques jours. Je crois que c'était la veille de l'enterrement de ma maman. Quand je suis allée la voir une dernière fois au salon funéraire avant, c'était la veille de l'enterrement, où là, j'ai eu un besoin bestial presque de téléphoner. J'étais dans les rues du petit village, là où toute la famille est. J'étais avec mon frère. Et j'ai pris le téléphone et j'ai rappelé l'EHPAD. Et là, j'ai hurlé comme une bête dans les rues du village. J'ai hurlé et là, tout est sorti. Je leur ai dit voilà. Là, la colère sortait. Ça a été le début de tout sort et de la révolte infernale que j'arrivais pas à faire, que j'arriverai jamais à faire. Mais vous savez, pardon, Anne, j'ai été un peu longue dans le... Non, mais vous inquiétez pas, mais nous recevons beaucoup de témoignages ce soir. Florian au standard, Julia au standard et par SMS, nombreuses sont les personnes dont le père ou la mère ont été maltraités, certains même malgré des relations un peu privilégiées avec des dirigeants d'Orpea. Malgré cela, des mauvais traitements ont été infligés à leur papa, à leur maman. C'est tout simplement honteux. Et vous savez, moi, ce que je redoute, c'est cet instant, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, votre maman est une coquine. Parce que ça fait longtemps, moi, que j'entends ça. Je me rappelle, vous savez, à l'âge de 16 ans, à Évreux, l'été, je faisais mes stages, enfin pas de stage, de boulot d'été dans un grand hôpital à Évreux qui s'appelle l'AMUS, qui est un très bon hôpital d'ailleurs. Hein. Mais alors je pense que c'est un défaut professionnel aussi. Ça me mettait vraiment en colère d'entendre les soignants, les infirmiers, les infirmières parler aux personnes âgées comme à des enfants. Moi, je sais que je vais devenir vieux. Tout le monde le sait. Mais je peux vous dire que je ne supporterai jamais qu'on me traite de coquin. Vous voyez ? Parce ma mère aurait tellement détesté ça. Mais c'est certain. Je veux dire, l'intelligence qui est propre à chacun d'entre nous, ça ne peut que nous faire peur et nous mettre en colère par avance qu'un jour on puisse nous dire parce que on peut plus marcher ou qu'on a mal au dos tellement qu'on ne peut plus atteindre un bouton pour allumer la lumière. Vous êtes un coquin, hein, ou vous êtes une coquine. Ça. Là, je m'adresse aussi à tous les soignants qui nous écoutent ce soir, qui peut-être se reconnaissent là-dedans parce qu'ils ont pris aussi ce pli-là. Sachez que quand vous faites ça, c'est extrêmement blessant. Il faut continuer lorsqu'on est devant un patient, qu'il ait 20 ans, 10 ans ou 80 ans, à lui parler de la même façon. C'est pas parce que quelqu'un a 80 ans qu'il faut lui parler comme
un attardé ou comme s'il en avait 6. C'est tout à fait dégradant. Et je pense que votre témoignage, ponctué de celui tout à l'heure de Bénédicte, eh bien, aura ce soir marqué encore un moment de la libre antenne où Charles nous dit, malgré le livre, rien n'a changé. Je veux bien vous croire, Charles, au 7 39 21, Charles nous écrit souvent. Et c'est vrai que, visiblement, même si le nom a changé, Charles, Orpea n'existe plus. Mais les fonds d'investissement existent toujours, je le redis. Et ces maisons-là existent toujours. Et bon, voilà. Oui, parce que c'est à tous les coups on gagne. La vieillesse et la mort, comme on disait tout à l'heure. Vous savez, j'ai beaucoup de relations un peu dans tous les milieux, parce que mon métier veut cela, et que voilà, les gens me parlent beaucoup. Et je connais des gens du milieu, du grand banditisme. Sachez que il y a aussi, en dessous de la Loire, la plus grande difficulté à investir ou faire construire des maisons de retraite, parce que c'est gangréné par le crime. Donc voilà, tout ça fait froid dans le dos, parce que nous nous dirigeons tous et toutes vers cette destination. Donc que Dieu nous prête longue vie et peut-être la santé, et aussi des enfants qui nous respecteront, qui nous choiront et qui nous aimeront jusqu'au bout. Voilà. Merci Anne. Je rappelle que votre livre aux éditions City s'appelle Au début, c'était juste un bleu. Et puis, on vous souhaite plein de courage pour le combat qui sera le vôtre dans les mois et les années sans doute à venir contre Orpea, pour cette plainte que vous avez déposée, pour au moins que la mémoire de Lucette, votre maman, soit honorée, on va dire. Parce que le mal est fait, malheureusement. Je vous remercie infiniment de cet échange. Je vous en prie. C'est important d'échanger. Ben oui, je pense que ça vous aura fait du bien aussi, de lâcher tout ça. Hein? Ouais. Et puis j'embrasse bien fort Bénédicte si elle n'est pas endormie. Ah non, mais Bénédicte vous a dit, elle fait partie de la communauté, donc je pense que Bénédicte est une fidèle de la libre antenne, et qu'elle est là régulièrement. On vous embrasse, Anne. Je souhaite plein de courage à tous les soignants qui font leur métier avec cœur, parce que il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux, et je leur souhaite plein de courage. Oui, vous avez raison de souligner aussi que on transmet tout ce courage et le plus grand respect à tous ces soignants et ces soignantes. On pense aux infirmières, on pense aux aides-soignants et aux aides-soignantes. On pense aussi à toutes ces dames et ces messieurs qui font le ménage qui nettoient tout dans les hôpitaux. Ce sont les grands oubliés de cet hôpital français qui se délite progressivement. Et on sait qu'ils sont mal payés. On sait que souvent, c'est la vocation qui les porte et qui les habite. Donc, bien évidemment, on ne les oublie pas ce soir dans notre échange. Merci, Anne. Merci, Olivier. On vous embrasse. Merci, je vous embrasse aussi. Merci de votre écoute. Je vous en prie, au revoir.